Écoutez, bonjour, donc bienvenue à cette émission de la quinzaine. On reçoit aujourd'hui Ghislaine Séné, bonjour, bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, c'est la première émission qu'on réalise au Café des Arts, à la médiathèque des Mureaux. Donc on remercie le Café des Arts de nous accueillir. Donc normalement on sera ici toutes les 2 semaines. On remercie M. Gamblin, donc son gérant, d'avoir gentiment accepté de nous recevoir dans son restaurant. Donc on reçoit Ghislaine Séné, conseillère régionale, maire d'Évêquemont, conseillère communautaire de la communauté d'agglomération Seine-Vexin. Alors, on va aborder un petit peu avec vous plusieurs thématiques. Petit côté national, sans bien sûr faire un petit tour rapidement pour voir un peu votre vision un peu de ce qui se passe au niveau national, et après votre actualité et l'actualité au niveau régional et local. On va échanger un petit peu sur ces points-là. On va voir une petite question. Vous avez regardé François Hollande hier? Alors non, je vais être honnête, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé parce que j'avais un comité d'offres de la ligne L. Vous savez, D'accord. moi, je suis sur les transports et que du coup, la question des transports sur la ligne L et sur la ligne J, que je n'oublie pas, était prégnante. Donc non, je ne l'ai pas vu, mais par contre j'ai eu le temps Les échos voilà, lire un petit peu les échos. Alors ça dépend de quelle presse on lit, mais enfin bon, manifestement c'est le format qui pose plus de problèmes. Et effectivement, C'est-à-dire cette proximité? oui, cette proximité qui peut être d'ailleurs plutôt intéressante. Moi je trouve que c'était intéressant de pouvoir écouter l'homme pouvant parler, mais après les critiques sur la posture présidentielle, hein, c'est-à-dire ce que l'on demande aujourd'hui à notre président, fait que, comme d'habitude, voilà. Moi, je ne vais pas taper sur les médias, mais il faut rester on est resté plus sur la forme que sur le fond. Ouais, d'accord. Et alors, concrètement, Europe Écologie Les Verts, qui participait au premier gouvernement avec Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, est sorti suite à la nomination, alors peut-être pas suite à la nomination, mais n'a pas continué avec comme Premier ministre Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que Europe Écologie Les Verts réintègre le gouvernement et la majorité? Est-ce que déjà vous considérez que Europe Écologie Les Verts est dans la majorité gouvernementale? Aujourd'hui, à partir du moment où le pacte majoritaire qui a été défini avec Europe Écologie Les Verts n'est pas du tout respecté et on ne se reconnaît pas dans la politique qui est mise en place. Sur quel point, par exemple? Par exemple, sur les questions, alors transition énergétique, même si aujourd'hui on a encore avancé, la question de la fermeture de la centrale de Fessenheim, on a comme ça des sujets clients, avec malheureusement ce qui s'est passé à Silence. On voit bien qu'aujourd'hui il y a une fracture qui s'est encore accentuée. La question elle devient difficile. Enfin, nous on reste Europe Écologie des Verts, en partie avec des valeurs de gauche fortement ancrées. On a le sentiment aujourd'hui que la politique gouvernementale n'est pas en tout cas à la hauteur de ce que l'on attendait, en tout cas à la hauteur de la campagne présidentielle qui a été menée, et donc dans ce cadre-là, on n'est pas dans cette... Ce qu'on ressent, c'est que autant par exemple des députés socialistes, on dit frondeurs, ont une ligne de fracture peut-être sur la partie économique avec le gouvernement, autant avec Europe Écologie Les Verts, on a du mal à savoir un peu. Tout autant. Si on doit parler du CICE par exemple, je peux également vous en parler. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il soit normal que Total paie à M. de Margerie puisse avoir un chèque de 80 millions payés dans le cadre du CICE, qui ne soit pas imposable sous prétexte que, alors qu'ils font partie du CAC 40 en France, non, ils ne font pas suffisamment de bénéfices. À un moment donné, moi j'ai dit c'est 80 millions. Si on veut vraiment faire du développement économique aujourd'hui en France, mettons cet argent plutôt que de la redistribuer dans les grands groupes qui de toute façon vont aller faire de la production ailleurs qu'en France. Mettons cet argent sur le développement économique local. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, pour venir ici, on sait que maintenant le programme de la fibre numérique est décalé de 2 ans. Je veux dire, pour notre territoire, c'est impossible, c'est pas acceptable. Moi, j'ai des artisans avec nous tous les jours, ils me demandent quand est-ce qu'on va avoir un petit peu de débit, parce que nous, on tourne à peu près entre 200 kilooctets. Ah oui. On n'est pas en méga, on est en kilooctets. Si je veux avoir encore des artisans qui restent sur les routes, si je veux développer l'auto-entrepreneuriat, il me faut du numérique. Et aujourd'hui, on n'a pas ces moyens-là. Donc,
aux forces locales, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des citoyens qui ont envie de créer des activités, qui ont envie de faire de la valeur ajoutée. On n'a pas les moyens sur Ce que vous dites, c'est que l'argent n'est pas utilisé comme il devrait être. Moi, je continue toujours à m'interroger pourquoi on va systématiquement alléger les charges sociales des grandes entreprises et pas de l'artisan, du commerçant, de l'auto-entrepreneur. Alors même si lui, il est dans une formule un petit peu, mais c'est ces gens-là qui aujourd'hui créent de l'activité, c'est ces gens-là qui, on le sait, c'est eux qui emploient le plus de personnes. Pourquoi c'est pas eux qu'on aide directement et c'est toujours les grands groupes? C'est un vrai sujet. Et ça, je suis convaincue que, en tout cas moi, je m'attendais à ce que un gouvernement de gauche puisse à un moment donné porter ces valeurs. Vous avez, aujourd'hui, il y a quand même une certaine défiance je dirais, des citoyens par rapport aux élections politiques. Et aujourd'hui, quand on voit un petit peu ce brouhaha, que ce soit à gauche ou à droite, est-ce que ça vous fait peur par rapport à la réaction que peuvent avoir les Français sur alors, des votes ou sur, je dirais, des questions peut-être pas liées aux manifestations, etc. Est-ce que ça vous fait peur? C'est-à-dire que la jeunesse qui peut descendre dans la rue, etc. Est-ce que c'est des choses... vous pensez qu'aujourd'hui la situation est compliquée sur ce niveau-là? Moi aujourd'hui ce qui m'inquiète c'est effectivement le discrédit de la parole politique. Et donc qui entraîne effectivement à un moment donné ou un vote vers les extrêmes ou de toute façon un abandon total des sujets, des sujets alors politiques dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de la vie dans la collectivité. Moi ce qui m'interpelle c'est effectivement on est aujourd'hui dans un système où on a encore ces grandes tirades, prise de position politique, clivage gauche-droite, sur les valeurs, bien évidemment, il y a des différences. Et ça, il faut réexpliquer quelles sont ces différences-là. Mais ce brouhaha, il est là pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole politique, elle est décrédibilisée. C'est-à-dire que la presse veut faire de l'audience, donc va aller dans un sens ou dans l'autre. Le politique, et on va très, très vite le voir sur les questions intercommunales, on va se rendre compte qu'au niveau des EPCI, par exemple, on va voter favorablement pour la grande agglo des 400 000. Au niveau des conseils municipaux, je veux dire, quand on voit la question que se pose aujourd'hui l'élu municipal, ils y sont tous opposés. Comment c'est possible qu'au niveau local, tout le monde a des inquiétudes et qu'au niveau au-dessus, allez, c'est normal, de toute façon on n'a pas le choix, il faut y aller. Je sais qu'on va y retourner, mais c'est ce brouhaha-là qui fait que le citoyen aujourd'hui ne s'y retrouve pas, ce n'est pas compréhensible. D'accord. Alors, vous êtes conseillère régionale, je sais que vous faites partie de la commission de transport et aménagement du territoire. Est-ce que déjà, ça fait depuis 2010 que vous êtes donc dans la majorité de gauche avec le Parti socialiste, donc Europe Écologie Les Verts, le PRG et le MRC. Est-ce que est-ce que vous êtes satisfaite, en tout cas même si le mandat n'est pas terminé, de ce que vous avez réalisé avec la gauche, déjà globalement, et est-ce que à l'intérieur de ça, la position du groupe Europe Écologie Les Verts, en tout cas, vous pensez avoir réussi à faire avancer vos dossiers, et est-ce que vous pensez avoir, réussi un petit peu votre mandat? Alors oui, moi je pense qu'il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui au sein de la région. C'est vraiment un mandat très intéressant, passionnant. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'être sur les questions transport et les questions aménagement du territoire. Au-delà de ça, et je le redis parce qu'on oublie un petit peu, enfin c'est difficile de comprendre l'action régionale, mais elle est présente partout. Elle est présente au niveau des lycées, elle est présente au niveau de la culture, au niveau de l'aide sociale, elle est vraiment du développement économique. Il y a vraiment énormément de champs sur lesquels la région participe et au niveau des aménagements, enfin on voit, on est quand même financeur d'un certain nombre d'infrastructures et de services publics. Donc c'est vraiment le rôle de la région est très important. On a la chance avec Jean-Paul Huchon et donc ce mandat, il y a 5 vice-présidences qui ont été données aux écologistes. Donc on voit bien, enfin moi c'est pour ça que je trouve que le bilan est positif, parce qu'il y a un certain nombre d'actions, que ce soit d'ailleurs dans les transports et dans l'aménagement du territoire, on a pu faire avancer les choses.
il y a eu vraiment des échanges entre les différents partis. Et donc là, je pense qu'il y a eu un certain nombre vraiment d'avancées, en tout cas de visions sur comment aujourd'hui on peut rendre la région plus écologique. C'est-à-dire comment aujourd'hui on va tenter de limiter le grignotage des terres agricoles, comment on va développer la mobilité, la place qu'on va donner au mode actif. Il y a énormément de points qui ont été avancés. Après, c'est sûr que si on avait eu la présidence, on aurait été plus loin. Donc on n'a pas tout l'exécutif. Oui, mais... Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on aurait aimé vraiment avancer beaucoup plus. C'est-à-dire, enfin, il y a vraiment des décisions. Par exemple, sur le dézonage de... Le dézonage, le pass unique. Le pass unique, par exemple. Nous, typiquement, c'est quelque chose où on pense que c'est vraiment une mesure qui permet de créer une cohésion territoriale, qui permet surtout à la grande couronne de pouvoir se déplacer sans avoir à payer un forfait 1,5, c'est 113 €, 113,20. Ça veut dire quand même que lorsqu'une famille qui n'a pas de pass va sur Paris, 3 personnes, c'est 40 € l'aller-retour, en tout cas pour mon cas. Ça limite énormément le fait de pouvoir se déplacer. Et puis, dans un contexte économique un peu compliqué, payer 113 € pour avoir des lignes qui sont aujourd'hui avec une offre qui sont pas encore satisfaisantes. Voilà, alors que le Parisien, il a tout, je ne vais pas faire l'opposition entre le Parisien et la Grande Couronne, mais à un moment donné, il faut rétablir un équilibre. Le budget, par exemple, de la région, c'est à peu près 5 milliards. Le STIF, de mémoire, c'est 2,5 milliards, à peu près, le budget. C'est 4 milliards. 4 milliards. Le budget du STIF, c'est 8 milliards au total. Pardon, excusez-moi. Est-ce que, par exemple, vous avez parlé des lignes locales qui sont donc, la ligne Mantes, que ce soit sur la rive gauche et la rive groupe droite, 5 ou le groupe 6 de la ligne il y a pas mal de retard, pas mal de suppressions, etc. Je suis un des usagers, parce que je le prends presque tous les matins. Alors, il y a des exaspérations. Vous ne pensez pas que, par exemple, cet argent-là qui serait économisé sur le pass, les 400 millions, est-ce qu'il serait possible de faire des travaux ou de les utiliser différemment pour que le service, en tout cas, soit meilleur pour les usagers? Alors ça, c'est marrant parce que c'est un argument qui est développé par et la droite et le PS. Donc on va pouvoir y répondre. Non, moi, je n'accepte pas qu'on puisse opposer la question de l'offre tarifaire et la question de l'évolution de l'offre de transport. Vraiment, la question de la mobilité, c'est l'enjeu du XXIe siècle. La question du réchauffement climatique, donc le dégagement des gaz à effet de serre, du particule, de la qualité de l'air, de la pollution, c'est vraiment des sujets qui sont directement liés à la mobilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, ah bah oui, mais on est limité. Le pass unique, c'est le seul sujet où personne ne peut donner d'estimation de coût. Depuis 2010, on nous dit... Votre président de groupe disait 400 millions. Voilà. Alors, 2010, on nous disait 400 millions. Aujourd'hui, quand on écoute les détracteurs, c'est 500 millions. Nous, on dit que c'est 300 millions. D'accord. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on va descendre le prix, je veux dire que ça rend beaucoup l'offre plus attractive. Il ne faut pas oublier que ça peut générer aussi de l'achat de pass unique et donc du chiffre, ce qui est tout à fait évident. Typiquement, on ne peut pas opposer ça. Nous, ce que l'on dit, c'est juste une mesure d'équité sociale. C'est comment aujourd'hui la Grande Couronne peut tout autant accéder, alors qu'elle n'a pas de transport, elle n'a pas d'offre. Il y a des galères. La ligne J, c'est effectivement l'une des pires lignes de transport en Ile-de-France. On a la ligne L, la ligne J et le RERC qui actuellement, on a des taux de régularité qui sont juste catastrophiques. Et je suis aussi usagère de la ligne J, ce n'est plus acceptable. Alors, on travaille beaucoup avec RFF et SNCF. On a eu un comité schéma directeur. Il y a des élus locaux avec qui nous avons travaillé pour apporter des solutions. J'attends encore la réponse de RFF. J'en ai parlé à l'audition hier, puisqu'on rencontrait dans le cadre du CA du STIF Guillaume Pépi et M. Rapoport, donc le président de RFF et Pépi sur la SNCF. Il faut absolument qu'on avance sur la LNG. Des choses sont en train d'avancer, de bouger, et j'attends fortement à ce qu'on puisse obtenir réellement des avancées en termes de régularité. D'accord. Juste un mot sur le RER-E. Le calendrier, sur Réole, souvent le calendrier est un peu mouvant. Il est toujours mouvant, mais sur beaucoup de lignes, je vous rassure. Sur le Grand Paris, ça vous fait. Est-ce que vous pouvez rassurer là, aujourd'hui, oui. J'ai vraiment confirmation. Éole se fera, et dans la boucle.
On est parti de 2020, on annonce 2022, peut-être faut-il se dire 2025 ce sera fait. Je veux dire que l'important, et ce sont vraiment des questions d'aménagement du territoire, c'est qu'on sache que oui, aujourd'hui, on a acté les financements et on sait que EOL fera partie du programme de développement global du Grand Paris. J'intègre ça dans le plan mobilité et Grand Paris Express. Une dernière question. Normalement, les élections régionales sont l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce que vont faire les Europécologie Les Verts? Est-ce qu'ils représentent une liste à part au premier tour? Je ne sais même si vous n'en avez pas discuté, ou peut-être donner un avis personnel. Ou est-ce que vous souhaitez plutôt que faire une liste commune dès le premier tour avec, Alors, avec on est en discussion. Enfin, moi, mon avis personnel serait que ce serait plutôt l'autonomie, mais après, c'est vraiment des choses qui sont absolument pas tranchées aujourd'hui au niveau du parti. Avant, je vous rappelle qu'il y a des cantonales aussi. Sur lequel aujourd'hui, sur lequel aujourd'hui je n'ai pas non plus de ligne particulière. Enfin, c'est en train de se discuter au département, ce sera tranché là fin décembre, mais voilà. Est-ce que vous pensez que le risque FN, alors au régional et surtout au cantonal, est fort cantonal sur le canton, vraiment qui est le nouveau canton de Melan-les-Mureaux? Et au niveau régional, vous pensez qu'il y a un risque vraiment FN Moi, je pense que le risque, il est à toutes les élections. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'est pas en capacité, nous politiques, de manière générale, élus, moi c'est vraiment souvent ce que je dis, si on n'est pas en capacité de créer des instances de concertation, de discussion, si on n'est pas en capacité de mener des politiques qui sont en adéquation avec le besoin de nos administrés, le risque, il est toujours là. Alors, il ne faut pas oublier que là, aujourd'hui, on n'a aucun représentant FN au Conseil régional. Le mandat précédent, il y en avait. Donc, il ne faut pas croire que tout d'un coup, c'est pire qu'avant. Je veux dire, à un moment donné, ils étaient aussi des instants. D'ailleurs, on ne les a pas beaucoup vus, on a oublié, d'ailleurs, tout le monde a oublié qu'ils étaient déjà présents. On a l'impression qu'on donne tout d'un coup une force nouvelle à ce parti qui vient d'émerger, mais non, ça fait très longtemps qu'il est là, ils ont été les représentants, on n'a jamais su ce qu'ils avaient fait réellement. Et là, aujourd'hui, ils ont réussi à construire une communication qui donne le sentiment à une partie de nos concitoyens que c'est la réponse réelle à leur problématique. Je prends l'exemple, par exemple, les dernières élections, alors, on prend les européennes. Alors, que ce soit les municipales ou les européennes, par exemple les européennes, le FN a quand même fait des scores extraordinaires. Alors, même par exemple sur le canton, je crois, bien sûr. Chez vous, que ce soit au Bureau, que ce soit à Melan, a fait des scores assez importants, presque arrivé premier parti sur un certain nombre de villes. Je dirais, est-ce que vous pensez que sur les élections qui sont par exemple des élections partielles du Conseil général, si la gauche par exemple part divisée au premier tour, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait des conseillers généraux Front National qui soient élus? Alors, déjà tout d'abord, à Évêquemont, il y a un taux de participation très fort. Et conclusion, le FN n'a pas fait plus sur les européennes ou les municipales, toutes les dernières, que sur les municipales, on n'a pas de candidat FN, mais n'a pas fait plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est surtout l'abstention qui a fait qu'effectivement, on a le sentiment qu'ils aient fait plus. Alors, après, il ne faut pas nier qu'ils ont quand même aujourd'hui un nombre d'adhérents, de militants, qui fait qu'effectivement c'est un parti quand même qui n'est pas en diminution. Voilà, il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais très très concrètement, dans les villes où il y a eu une forte participation, en tout cas moi la mienne, il n'y a pas eu d'augmentation particulière de la position. Après le risque réel. Moi je ne suis pas sur les questions, il faut à un moment donné partir tous groupés pour éviter le vote. Moi je continue à dire que si aujourd'hui il y a des votes de protestation, il faut les prendre en compte. Il faut y répondre. C'est la démocratie, et moi je suis très légitimiste. Donc ces gens-là, ils ont voté et il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Alors moi je respecte tout vote, c'est-à-dire que vraiment, s'ils ont fait le choix, ils ne l'ont pas fait de manière complètement irrésolue. Donc qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour expliquer? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de soulager et de régler les problèmes que rencontrent nos concitoyens? Il est là le problème. Moi, c'est pas parce que tout d'un coup on va se mettre contre l'un. C'est pas le calcul et la tactique qui va faire que le FN gagne plus. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille vraiment rencontrer les gens et qu'on leur dise comment on peut tous ensemble réussir à recréer une dynamique. Alors, pour faire un peu la jonction au niveau local, alors un petit point sur. Je sais que vous y participez sur l'aérodrome. Oui. Une question importante qui concerne l'ensemble de l'agglomération, mais aussi l'agglomération des deux rives de Seine.
peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu la charte environnementale qui est un petit peu en discussion et comment vous voyez les choses un peu, parce que c'est un sujet quand même qui est assez... Enfin, c'est un sujet qui pourrait être un non-sujet. C'est-à-dire que moi, pour ma part, l'aérodrome, il est juste en plus, enfin, Eveco, on est juste en face de l'aérodrome. J'avais été contactée, enfin je suis en contact avec des associations qui effectivement se posaient des questions sur l'aérodrome, mais avec, vraiment, ils ont raison de se poser la question, puisqu'on sait quand même qu'on a 2 aérodromes, Toussugne-Noble et puis Chamilly, sur lesquels il y a des associations qui sont en train de pousser pour la fermeture. Et donc, eux, leur inquiétude, c'est de se dire, si là-bas ça ferme, c'est Chavigny, j'ai dit Chavigny, c'est Chavigny. Voilà, l'activité, elle va être transférée. Moi, mon sujet est très clair, enfin, en tout cas, mon opinion est très claire. Cet aérodrome en herbe tel qu'il existe, avec le nombre de mouvements qu'il est, me convient parfaitement. Je veux dire, c'est un repère de biodiversité, c'est parfait, ça permet à des citoyens de pouvoir faire de l'activité d'aérodrome. Il y a en plus d'ailleurs une partie d'activité pour des personnes handicapées, donc je trouve qu'il y a des choses qui se font bien. Là où par contre j'interviendrai réellement, c'est les questions de nuisance, et qu'on ne peut pas continuer à considérer que cet aérodrome doit augmenter en nombre de mouvements. Donc aujourd'hui, alors, là où je suis un peu chagrin, c'est que j'ai jamais réussi. Alors on me dit 8 000, après 12 000, on m'a dit mais de toute façon non, c'est 10 000, mais jamais plus de 12 000. A priori, là on est en train de me dire non, mais on va faire un nombre de mouvements, enfin un PEB, donc un plan d'exposition au bruit à 15 000. Moi 15 000, on double le nombre de mouvements. Ça, il en est hors de question. Ça, il en est hors de question parce que la question des nuisances est une vraie question encore de bien-être pour les administrés. Après, se pose la question de l'équilibre économique. Ça veut dire, si aujourd'hui on veut augmenter le nombre de mouvements, enfin je veux dire, si des élus l'envisagent, ce n'est pas juste pour embêter les riverains, c'est parce que j'imagine que c'est une question d'équilibre économique. Il y a des solutions qui ont été proposées, un musée, la restauration. Si vraiment l'équilibre ne tient pas, arrêtons l'activité. Quand une association ne tient pas, on arrête. Je veux dire, c'est pas forcément Est-ce que par exemple, de porter. L'histoire un peu aéronautique du territoire ne serait pas aussi touchée par la fermeture de l'aérodrome? Non mais donc voilà, qu'est-ce que l'on fait? Mais c'est pas au travers, sauf qu'on ne peut pas avoir une activité d'hélicoptère. On a bien vu quand il y avait des voltiges, ça a été. Je veux dire, trouvons des solutions en commun, construisons quelque chose. Peut-être qu'il faut être plus petit, peut-être qu'ils peuvent en vendre une partie, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, inventons. Enfin, je pense que d'ailleurs c'est un peu le rôle des élus actuellement dans ce contexte. Il faut réinventer un peu les choses. Donc trouvons des solutions. Quant à la charte, juste 2 mots. La façon dont elle est élaborée, je sais qu'il y a beaucoup d'associations, il y a une association qui reste, toutes les autres ont claqué la porte. Donc entendons-le aussi, ces choses-là se font en concertation. On ne peut pas monter une charte sans les associations et sans les riverains. Donc je crois réellement que j'attends la prochaine commission consultative avec monsieur le sous-préfet pour que réellement on réaffirme ce besoin de concertation. Moi je souhaiterais très clairement que dans la charte on indique le nombre de mouvements maximal et voilà, acceptable. Mettons-nous autour de la table et discutons-en. D'accord, parfait. Alors, pour revenir un petit peu au contexte un petit peu local, alors, il y a une nouvelle agglomération qui a été créée depuis mai 2014, Seine-et-Vexin, agglomération d'à peu près 66 000 habitants, 17 communes. Déjà, est-ce que vous avez connu des augmentations d'impôts suite à l'intégration dans la nouvelle grosse agglomération? Avec nous, oui, parce que sur la CVAE, c'est-à-dire sur la taxe professionnelle, on était très très bas historiquement, donc oui. Les entreprises, alors c'est lissé c'est du 2% sur la partie CFE, bon, c'est pas. Mais oui, donc ça a effectivement aujourd'hui un petit impact, mais pas du tout sur taxe d'habitation, sur la taxe d'habitation. Il y a un autre projet là, de l'agglomération à 400 000 habitants. Vous avez participé avant-hier à un débat à Vilaine. Donc c'est le préfet d'une région qui propose cette agglomération donc, qui va de Conflans jusqu'à alors pas encore Bonnières, mais on va dire le Montois et les discussions peut-être sur la dernière communauté de communes. Est-ce que déjà vous pouvez donner votre position un peu sur cette agglomération? Je sais que vous êtes assez réservé, c'est un peu sur cette c'est difficilement. sur cette nouvelle agglomération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et
dire comment vous voyez un peu les choses et comment il faudrait s'y prendre pour faire émerger un peu ce territoire qui a connu quand même une petite descente, je dirais une petite diminution par rapport à son activité. Alors oui, enfin, ma position elle est connue, enfin, je pense que même si effectivement c'est pas étalé dans toute la presse, mais j'y suis aujourd'hui, tel que c'est présenté, j'y suis fortement opposée. Je ne suis pas opposée à l'intercommunalité, je trouve au contraire, vraiment ça peut apporter des réponses en termes de services publics à nos concitoyens. Donc ça, j'y suis favorable. Moi, j'ai été très contente et je vous en remercie parce que c'est vous qui avez organisé ce débat public à Vilaine. Donc c'était un débat très intéressant et moi, ce qui m'a frappé, c'est autant ici, dans ce territoire-là, quand j'exprime mon opposition, je me sens un petit peu seule. Par contre, vous avez bien vu, c'était très agréable. Là, tout le monde était plutôt. Je me fais critiquer d'un côté, mais là, auditionner. Ce que quand même illustre quelquefois, c'est qu'on doit être un seul et unique territoire. Et les différents bassins de vie n'ont pas du tout la même vision. Mais pourquoi? Parce que les deux rives, par exemple, eux, ils ont vu effectivement leur feuille d'impôt exploser. Nous, pour le moment, on vient d'être créés. Au Mureaux, la taxe d'aménagement a augmenté de 70%. Oui, c'est vrai que vous, sur les Mureaux, d'ailleurs, oui, vous avez raison. Alors, c'est pas du fait intercommunal. Enfin, bon, mais oui, vous avez raison. Mais ça, ce sont des vraies questions. Moi, ce que je demande, c'est pas une opposition de principe. Ce que je demande, c'est qu'il y ait des instances de discussion. On ne peut pas imposer aux citoyens, aux élus, un territoire. Un territoire ne se construit pas sans ses acteurs. Donc ce que je demande, c'est qu'on se mette autour de la table une fois pour toutes et qu'on avance là encore sur comment arrivons nous tous ensemble à pouvoir répondre à la loi. Effectivement, ce seuil de 200 000, il nous est imposé, avec quand même un système dérogatoire qui nous permettrait notamment de pouvoir avoir deux territoires, ce qui permettrait, en tout cas la partie Poitiers-Cherconflans plus les deux rives, de rester à 185 000, donc il manquerait 14 000 habitants, je pense que le préfet ne poserait pas trop de problèmes, et une partie ouest, plus rurale, autour du pôle de Brantes et des Mureaux, qui pourrait aussi se construire. L'inquiétude, alors il faut faire bref, mais l'inquiétude de tout le monde serait de se dire oui, on va être trop petit, on va se faire bouffer, on va pas y arriver. Moi, je ne crois pas. Au contraire, deux territoires en Seine-Aval sur lesquels il y a une vraie dynamique, sur lesquels on a déjà travaillé. Seine-et-Vexin devrait aller avec la Camille. Pour moi, mais on n'a pas le choix, on est au milieu. Enfin, c'est vrai que moi je suis Événement, je suis près de Triel, j'irais presque spontanément, je dis mais non, c'est vrai que mon territoire, mais sauf qu'on va beaucoup à Meulan, aujourd'hui on est avec une agglo des Mureaux, c'est toujours les effets de frontière, donc oui, je pense que c'est avec la Camille, mais en termes de cohérence de territoire, ça ne me choque pas. On a toute une partie qui est dans le Vexin, je fais partie du Vexin, donc une partie beaucoup plus rurale, tournée vers des villes-centres, nous les Mureaux et puis tous les petits territoires à Camille. Ça ne me choque pas. Triel, Orgeval, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Ils sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus resserrés, plus denses. On le voit bien sur la densité des intercommunalités. Le périmètre est différent. Donc le mode de fonctionnement, ça ne me choquerait pas qu'il y ait deux structures EPCI séparées, mais pour pouvoir justement ensuite créer de l'émulation. Et donc qu'il y ait un chapeau, que ce soit au travers d'un pôle métropolitain qui puisse se faire, pas immédiatement, parce que le pôle métropolitain pour moi devrait être plus large, mais créer une dynamique plutôt que de faire quelque chose que personne ne veut, qui va nous figer et sur lequel aujourd'hui on dit vite, on va vite y rentrer, il faut qu'on prenne ça, il faut qu'on soit fort, et là ça va faire exploser. Est-ce que vous pensez que le calendrier qui est très resserré et très arrêté, est-ce que vous pensez que ça crée de l'anxiété et que si vous aviez un peu plus de temps, vous pourriez construire un projet qui soit plus valorisant pour les habitants? Tout à fait, mais c'est pour ça, moi j'ai du mal à croire qu'on puisse nous imposer, on vient de rentrer dans une agglo, on nous demande de rentrer là immédiatement. Je crois qu'il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on fasse des contre-propositions. Qu'on soit en capacité de montrer que oui, on a bien compris, que oui, on allait travailler tous ensemble, mais que pour ça, on n'allait pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais qu'il fallait qu'on associe les habitants. Il faut qu'on associe les habitants, il faut qu'on travaille avec les acteurs économiques, il faut qu'on construise un projet pour ce territoire qui est juste merveilleux et qui a une force énorme. On a le canal Seine, en fait, confluence. Canal Seine-Nord, Port-le Havre, enfin, je veux dire, on est l'entrée de Paris, on va être un hinterland, enfin, je veux dire, on a vraiment un potentiel économique juste incroyable, on a de la terre agricole, enfin, on a juste l'endroit rêvé, on est là où il fallait être. Et donc concrètement, quelle serait votre stratégie là? Par exemple, le préfet a quand même
pas mal de prérogatives dans la définition un peu de la carte intercommunale. Les avis seront demandés aux communes et aux Bien sûr. agglomérations. Donc si je comprends bien votre position, vous proposerez un vote contre le schéma comme il est à votre conseil municipal. Et est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des réunions qui soient prévues alors, je sais qu'il y a des réunions qui sont prévues avec les élus, les conseillers municipaux de l'agglomération Seine-et-Vexin, mais en tout cas avec la population, parce que on va transférer quand même un certain nombre de compétences importantes, le transport, le développement économique, etc. Et l'habitant n'est pas très au courant. Non, je suis d'accord. Moi, je serais prête. Hein. Enfin, moi, je serais tout à fait. Enfin, je veux dire, j'ai aussi une salle municipale. Bon, alors, c'est pas facile de venir jusqu'à avec nous, mais moi, je serais prête, et notamment sur les questions de ruralité, c'est-à-dire Oui. à un moment donné de pouvoir discuter autour de ce sujet, faire une réunion publique. Et si vous voulez, au même titre, non, mais au même titre que Vilaine a été organisé, nous, on peut très bien sur ce territoire-là organiser également quelque chose. On prend le Très bien. et Bah, on écoutez. verra un petit peu Parfait. comment on fait ça. Bah, écoutez, merci d'être venu ce vendredi. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement parce qu'on va organiser encore des activités. Je sais que vous votez au prochain conseil communautaire qui est de Seine-et-Vexin qui est dans 18 novembre. donc le vœu sur la nouvelle carte qui est proposée par le préfet. On remercie donc Jessie d'être venue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.